Aujourd'hui, le squad, on se retrouve pour une nouvelle conversation santé et performance avec Erwan, kiné aux multiples casquettes. Athlétisme, rugby et même football sont les sports avec qui il est associé dans le haut niveau et dont on va parler tout au long de cet épisode. Erwan, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Déjà, merci de m'inviter. C'est super sympa de pouvoir échanger aujourd'hui ensemble. Et puis, j'espère pouvoir répondre au mieux à tes questions. Moi, je suis kiné du sport. J'ai 37 ans. La kinésithérapie, pour moi, c'est quelque chose qui a commencé depuis très longtemps, puisque c'est suite à mon entorse de cheville en sixième pendant un cours de tennis qui m'a valu des séances de kiné que la découverte et le début de l'amour de ce métier est né. Et finalement, en grandissant, c'est resté. Et en 2008, j'ai donc obtenu mon diplôme de kiné sur Paris. Et après, le sport étant un peu ma filière et mon ADN, j'ai continué dans ce projet sportif en continuant avec un master en préparation physique, mentale, réathlétisation que j'ai passé à Lyon. Et puis très rapidement, j'ai intégré des équipes amateurs, semi-professionnelles, puis professionnelles, pour exercer un peu ce métier de passion, comme on entend de temps en temps, qui m'a ouvert des portes et qui m'a donné des opportunités incroyables. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir comme tu dis, être multicasquette et de pouvoir un petit peu toucher à tous les domaines qui m'intéressent. Ton témoignage, je pense qu'il va parler à pas mal de nos confrères en kiné du sport. Le fait de s'être blessé et du coup de découvrir ce métier-là dans notre adolescence ou enfance. Et on voit finalement que aujourd'hui tu travailles véritablement dans le sport de haut niveau. On va bien évidemment en parler. Mais avant ça, finalement, tu as passé, tu as mis les mains dans le cambouis aussi dans le sport amateur finalement. Ah, j'ai mis beaucoup les mains dans le cambouis dans le sport amateur et puis aussi dans l'exercice en centre de rééducation. Juste après mon diplôme d'État, j'ai travaillé pendant un an. Tous les 2 mois, je changeais de structure. J'ai adoré faire ça. J'ai découvert des gens, des professionnels, des lieux, des villes que je ne connaissais pas. Donc pendant un an, j'ai vraiment été un petit peu à travers la France et jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon pour exercer le métier de kiné de ville ou de centre de rééducation. Et en parallèle, effectivement, du sport amateur, des compétitions un peu obscures à droite à gauche. J'essayais d'être présent partout pour me former, pour découvrir aussi le métier et puis pour gagner en compétences et en expérience. Je pense que c'est un bon conseil pour les jeunes kinés qui pourraient nous écouter. J'aimerais qu'on commence par parler du Paris FC. On Mhm. en a un petit peu parlé avec Pierre de Kinast lors de l'épisode numéro 7, qui a travaillé pour l'académie. Toi, tu y bosses pour l'équipe professionnelle depuis 3 saisons, après Ouais, avoir travaillé dans le rugby au Stade français. Quelles sont les absolument. différences que tu perçois dans ta prise en charge et ton relationnel avec le staff et les joueurs entre ces deux différents sports? Il y a énormément de différences. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le rugby a de l'avance. Il a de l'avance dans son organisation, il a de l'avance dans le développement de la performance et dans le développement athlétique. Il a de l'avance dans la structuration du staff. Un staff de top 14 comme au Stade français, c'est 25 personnes, c'est 4 préparateurs physiques, c'est 3 à 4 kinés à temps plein, un médecin, voire un médecin et demi qui se relaie à domicile à l'extérieur avec une présence en perpétuelle au club. C'est des projets de recherche, donc c'est très dynamique et je crois que le rugby a assez rapidement pris le pli de la structuration de son staff et de son staff médical. Et j'ai la sensation, et encore une fois, c'est peut-être pas partout pareil, mais que le foot met un petit peu plus de temps. Et d'ailleurs, on le voit même avec les fédérations. Je veux dire, la Fédération française de rugby aujourd'hui est très très active sur la recherche, sur la préparation physique. Je veux dire, il y a une cellule recherche et développement qui est juste incroyable et qui propose des contenus passionnants sur de la formation. Donc c'est vraiment génial. Et le foot commence à rattraper un petit peu les choses, mais part avec un petit peu de retard, alors que économiquement, pourtant, ils sont plus présents normalement et il devrait y avoir plus de possibilités. Donc ça, c'est un peu le constat général. Je trouve que le rugby a un petit peu d'avance, est mieux structuré, et même que le joueur, pour le coup, a un petit peu plus intégré cette notion d'entraînement et de nécessité voilà, d'entraînement intensif. Les entraînements doublent beaucoup au rugby. Il y a entraînement le matin, il y a entraînement l'après-midi, il y a des séances vidéo quasiment tous les jours. L'organisation du foot est un petit peu différente. Mais encore une fois, c'est difficile toujours pareil de comparer les sports. Chaque sport a sa culture, chaque sport a ses habitudes, a sa logique. Les deux sont professionnels, mais les deux n'avancent pas tout à fait de la même façon. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est deux sports qui, à la base, le football est professionnel avant le rugby. Bien Mais sûr, on se bien rend sûr. compte qu'au niveau des structures de staff, c'est pas forcément le cas. J'aimerais en fait que tu nous dises aussi la perception du staff et des joueurs sur le kiné entre les deux sports. Un club de rugby professionnel, c'est 40 à 45 joueurs professionnels.
plus des joueurs du centre de formation, une dizaine de joueurs du centre de formation. Donc, c'est déjà un gros volume de joueurs. Bah, tu connais l'activité rugby qui est très traumatogène, hein, qui fait partie de ces sports qui nous donnent beaucoup de travail. Donc, dans le rugby, si tu veux, c'est très ancré que le médical a une place forte. Les joueurs ont besoin de nous et les joueurs savent ce qu'on peut leur apporter. Et il y a une sollicitation très importante à la fois sur la prévention, sur la rééducation au quotidien. Et c'est vrai que voilà, sur une semaine classique, ça peut être entre 8 et 10, 12 joueurs qui sont au médical et qui nécessitent d'organiser des soins. Donc il y a une vraie place très importante et centrale du staff médical dans le rugby parce que la blessure finalement fait partie intégrante du quotidien du joueur, tant à l'entraînement qu'en compétition, même s'il y en a évidemment heureusement plus en match qu'à la semaine dans l'entraînement. Mais voilà, le foot, il y a parfois cette sensation d'être un petit peu plus à côté. On est présent, les joueurs ont besoin de nous, mais il y a moins de traumatisme. Déjà, beaucoup plus centré sur le membre inférieur, là où le rugby, finalement, on a du membre inférieur, du membre sup, du rachis, de la commotion, on a des choses, voilà, on a une typologie de blessure qui est plus large. Et donc finalement, peut-être que le rôle du kiné est un petit peu moins ancré aujourd'hui dans le foot, ça peut être dans le rugby. Est-ce que selon toi, enfin, au niveau de ta perception, il y avait une différence de reconnaissance au niveau notamment des staffs entre le rugby et le football? Je ne sais pas si c'est une différence de reconnaissance, mais en tout cas, comme je te disais, le staff médical a une place vraiment centrale et ancrée dans le quotidien du rugby. On est vraiment partie intégrante. C'est que une réunion staff au rugby ne peut pas se faire sans le staff médical. Au foot, ça arrive certaines semaines, et heureusement, d'être peu sollicité, finalement d'être plus dans du soin de confort, d'accompagnement, parce qu'on Ouais. arrive à gérer le reste. Et finalement, voilà, peut-être que le staff sportif est moins en demande de notre régulation, des retours qu'on peut leur faire au niveau médical que ce que le rugby. Au rugby, c'est indispensable. C'est vraiment du quotidien. Dans ta présentation, tu nous as parlé de kiné, tu nous as parlé de préparation physique. Je sais que chaque club établit un cadre entre les différents acteurs de la performance. Quel est le rôle que tu as au sein de l'équipe professionnelle du Paris FC et qui t'est donné tout simplement? Alors moi, contractuellement, hein, je suis kinésithérapeute au sein du club avec mes sensibilités personnelles, à savoir l'isocinétisme, à savoir la réathlétisation, l'amour du travail sur le terrain, l'amour du travail du pied, de la gamme athlétique et l'éducatif de course. Donc, si tu veux, chacun, en fonction aussi voilà, de ses compétences et de ses sensibilités propres, essaye d'apporter ce qu'il sait faire. Donc, c'est un rôle de kinésithérapeute. On n'est pas là pour faire de la préparation physique, on n'est pas là pour être sur le développement athlétique ou de la performance, mais par contre, on est là pour faire de l'accompagnement du joueur sur du retour blessure et qui peut donc évidemment se prolonger sur le terrain. Justement, tu as parlé de réathlétisation qui est un peu ce flou. Dans certains clubs, ça va être donné à un préparateur physique du staff, ça va être donné à un préparateur physique qui fait que de la réathlétisation, ou à l'inverse, ça va être donné à un kiné qui fait que de la réathlétisation sur le terrain, ou un kiné qui fait un peu les deux. Au Paris FC, comment ça s'agence? Alors déjà, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal avec ce système très rigide qui laisserait penser que la réathlétisation arrive après la rééducation et la préparation physique qui arriverait après la réathlétisation. Aujourd'hui, les barrières, elles sont tombées. La réathlétisation, déjà, c'est un terme un peu générique qui est assez récent, qui vient de la terminologie anglo-saxonne, qui veut un peu tout dire et rien dire. C'est réathlétiser, c'est remettre le joueur dans sa capacité à s'entraîner. Elle commence à J0 d'une blessure. Je veux dire, la réathlétisation, elle commence tout de suite. Elle fait partie intégrante de la rééducation et de la même façon que le préparateur physique doit prendre en compte ce qui s'est passé au niveau des antécédents, au niveau du médical, au niveau de la rééducation pour pouvoir adapter sa préparation physique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas des barrières aussi rigides. C'est pas Pierre qui va faire ça, Paul qui va faire ça. Et je pense qu'on a tous à gagner à arriver à créer une vraie cohésion et une vraie réflexion, une vraie stratégie dans cette prise en charge du blessé, dans un vrai continuum et pas dans quelque chose de fermé. Pour revenir sur le Paris FC, nous, on est l'équivalent de 2 kinés à temps plein sur 3 postes, donc un kiné à temps plein et 2 kinés à temps partiel, et un préparateur physique en chef, directeur de la performance. Donc le staff, par rapport à un club de rugby, tu vois, est vachement moins étoffé, hein, là où on était 4 kinés et 4 préparateurs physiques, donc tu mettais 8 personnes, là finalement on est moitié moins. Nous, dans notre fonctionnement, hein, c'est accompagner le joueur au maximum de ce qu'on peut dans dans son post-blessure, le faire revenir sur le terrain, et puis dès qu'on passe dans une notion de préparation physique à la composante athlétique, répétition d'efforts, etc., c'est le préparateur physique qui prend la main
que ce soit sur la partie cardio en salle ou sur la partie terrain. Nous, ce qu'on veut en tant que kiné réathlétiseur, c'est être en capacité, que le joueur soit en capacité de supporter les contraintes que le préparateur physique lui donnera. Et le préparateur physique, de son côté, c'est être sûr qu'au moment où il va demander une certaine répétition, répétabilité d'effort, que le joueur soit en capacité de le supporter pour éviter évidemment ce que personne n'aime, une récidive ou une blessure ailleurs. Je trouve que c'est très bien ce dont tu as parlé. Effectivement, on est bien d'accord là-dessus. La réathlétisation, ça commence dès J0. Il y a plein de choses à mettre en amont tout autour de l'athlète. Ok, j'ai bien compris comment s'agencer un peu votre staff au sein du Paris FC et qui, je sais, en fait, est différent en fonction des staffs. C'est différent en fonction des clubs, c'est différent en fonction des gens. Hein. Je veux dire, d'une année sur l'autre, ça peut bouger. Une nouvelle personne arrive dans un staff et il va falloir réorganiser. Finalement, ça repart à zéro un peu tous les ans. Et puis, fort d'une expérience d'une année, on a envie de faire différemment l'année d'après parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Au Stade français, c'était un autre fonctionnement. Il y avait un préparateur physique qui était vraiment dédié à la réathlétisation et Ok, qui travaillait vraiment en binôme avec les kinés. Et il y avait un peu cet accompagnement en binôme kiné-préparateur physique qui se passait relativement bien. Et évidemment, hein, on sait comment ça se passe dans les clubs. Il y a plein d'histoires de staff qui s'effritent un petit peu sur guerre d'ego ou sur guerre de compétences. Mais exactement. malheureusement, je pense que c'est toujours pareil. Il faut penser aux joueurs. Qu'est-ce qu'on doit apporter aux joueurs? Et puis, une fois qu'on pense aux joueurs, à la stratégie qu'on met en place pour le joueur, le reste, ça roule tout seul. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais du cadre qui a été établi par le club. Mais Ouais. au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction des personnes avec qui tu vas travailler, soit ce cadre, il est rigide et c'est compliqué de travailler ensemble, Mm. soit Mm. justement, ce cadre, il est modulable On arrive à le et il bouger. s'adapte en fonction du temps qu'on a à disposition, de nos compétences. On peut vraiment travailler main dans la main, comme tu disais, au service du joueur. Je pense que le plus important, c'est mettre le joueur au centre. En étant présent pour le joueur, on est présent pour le club. Et finalement, tout le monde y gagne. Et là où à un moment, on disait, bah oui, bah, le kiné, il n'est pas là pour la performance. Bah, au final, si, on est aussi là pour accompagner le joueur dans sa performance, puisqu'en en l'accompagnant dans une stratégie thérapeutique qui est bien faite, à terme, on l'accompagnera dans sa performance. Mais c'est sûr que c'est difficile et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de staff. Alors, on est habitué à avoir des staffs sportifs voyager ensemble de club en club. Et de plus en plus, on a des staffs médico-sportifs qui voyagent aussi dans les clubs parce qu'on sait qu'on a une durée de vie limitée dans un club et les coachs le savent et il n'y a pas de temps à perdre et ils préfèrent travailler dans un environnement où ils maîtrisent tout ce qui est. Enfin, voilà, il n'y a pas à se poser de questions. Donc, la relation médecin-kiné, médecin-préparateur physique, kiné-préparateur physique, c'est évidemment quelque chose qu'il faut assainir très vite et en tout cas cadrer très vite pour que ça puisse rouler sur une saison pleine. Parfait, très très clair. On va parler de l'athlétisme. Tu travailles dans ce milieu depuis plus de 4 ans et tu as d'ailleurs eu ta première sélection en équipe de France pour une épreuve internationale avec les U23 en début d'année. Ça, t'es bien renseigné, hein? Ouais, ouais, je fais mes petites recherches. T'as bossé, t'as bossé. Quel est ton rôle finalement auprès de ces athlètes? J'ai commencé à l'athlétisme juste après la fin de mon contrat au Stade français. C'est Jean-Baptiste Duhaut, qui est un super kiné du sport, qui m'a demandé d'intégrer l'équipe des kinés qui travaillent à l'INSEP pour la Fédé d'athlètes sur les soins de récupération des athlètes. Donc à l'INSEP, il y a un pôle d'athlètes qui est aujourd'hui composé à peu près de 30-35 athlètes qui font partie de nos meilleurs athlètes français. Tous les meilleurs athlètes français ne sont pas forcément à l'INSEP. Il y en a beaucoup qui s'entraînent aux États-Unis, en Italie, ailleurs. Et il y a une partie des athlètes qui s'entraînent à l'INSEP. Donc, on est une équipe de kinés. Hein. Je suis pas tout seul. On est 5 kinés qui se relaient toute la semaine pour être présents pour l'accompagnement, récupération, échange, conseil. Et puis, on essaye d'orienter un petit peu les athlètes quand il y a un petit flou sur une prise en charge. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est le point de départ. Et puis après, petit à petit, avec les années, on intègre les compétitions de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, on intègre les compétitions les meetings, les compétitions internationales. Et puis les choses se font vraiment au fur et à mesure. Justement, pour faire le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, tu as fait intervenir des spécialismes d'athlètes au sein du Paris FC, comme Ouais, entre autres absolument. Maëva Danois ou Alio Sen, dans le but de travailler certains drills. Quels sont les intérêts de pratiquer ces drills dans un sport collectif?
Pour être tout à fait franc, déjà, c'est un kiff personnel. C'est que j'adore croiser les gens que j'aime, les gens que j'apprécie humainement, professionnellement. C'est très égoïste. J'aime une personne, j'aime ce qu'elle fait, ben, finalement, je la fais venir parce que déjà, moi, ça me fait plaisir. Et parce que ça me fait plaisir, peut-être que ça fera plaisir à d'autres. Et puis, si ça ne fonctionne pas, tant pis, au moins, Ouais, je, ouais, je- ouais. je- Les, voilà. les amis de mes amis sont mes amis. Exactement. Et pour moi, le lien entre athlétisme et sport collectif, sport où il y a de la course, il est tellement fort, si tu veux, que c'était une chance. Je vois ça comme une chance de pouvoir faire venir des athlètes aux côtés de footballeurs. Alors, je l'ai toujours fait avec des sportifs, des footballeurs qui étaient blessés. J'ai jamais fait avec des joueurs sains, justement, pour qu'il y ait une vraie séparation entre la préparation physique et la rééducation. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un petit focus avec mes joueurs blessés sur le travail de pied, le travail de gamme, de la coordination motrice, de l'analyse de course, comment la personne court, quel cycle est là, est-ce qu'elle est en quadri, est-ce qu'elle est en mollet, est-ce que le pied est réellement actif, donc sur nos entorses de cheville, sur nos entorses du ligament latéral interne du genou, sur nos lésions musculaires, la progressivité des gammes, la mise en contrainte progressive de la chaîne postérieure par les gammes, la modification un petit peu de la gestuelle de course. Alors, toujours dans une idée de se dire, on ne transforme pas le footballeur en athlète, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire ce que l'athlétisme sait faire, qu'est-ce que moi je peux extraire pour le donner et puis pour essayer d'en faire quelque chose à mon footballeur. Il y a des joueurs qui sont très sensibles, parce que dans les joueurs de foot, en sport collectif, tu as des profils très différents, tu as des vrais profils d'athlètes, hein. On est sur certains sur des niveaux de performance qui sont exceptionnels, et puis tu as d'autres profils qui ne sont pas du tout sensibles à la logique athlétique et qui préfèrent le ballon, le jeu, etc. Mais là, on est dans un cadre un peu différent. On n'est pas sur le terrain, on est en amont, et finalement, c'est juste utiliser la compétence de l'athlète, ce qu'il sait faire, pour essayer de voir si on n'a pas quelque chose à en tirer de bénéfique pour notre joueur de foot. Donc Ok, effectivement, on a eu Maeva Danois, Liunsen, on a eu Clafessien Gomis, grand sauteur en longueur français. J'ai fait venir Ladji Doucouré, Dimitri Demonière. Voilà, donc tous ces gens ok, avec qui j'ai plaisir à travailler au quotidien, qui ont eu plaisir pour le coup aussi à échanger avec des joueurs de foot, et c'était toujours très enrichissant pour ok. moi. Ouais, ouais, mais je pense aussi finalement pour les footballeurs, finalement, l'objectif, c'est de travailler sur des qualités athlétiques, d'isoler un peu ces qualités athlétiques, et puis qu'après, dans son activité, le footballeur puisse les inclure et avoir un transfert. Ah, exactement. Un sprinter qui s'échauffe, il s'échauffe pendant quasiment 2 heures avant sa course. Un footballeur qui s'échauffe, il s'échauffe pendant 30 minutes avant son match. Donc l'athlète, déjà dans son approche à la performance, dans son échauffement, dans sa routine, va avoir des choses qui sont... Enfin, moi, je suis passionné par les échauffements des athlètes. Ça m'arrive à l'INSEP d'arriver 2 heures avant ma vacation. Je me pose dans les tribunes et je regarde les entraînements. Et puis je filme, je note, je regarde, etc. J'essaye après de mon côté parce que moi, forcément, c'est vachement plus moche qu'eux. Et il y a des choses à prendre. Et encore une fois, c'est pas transformer le joueur de foot. Le joueur de foot doit rester un joueur de foot, mais par contre, surtout avec nos blessés, c'est le moment où on peut travailler sur des choses que le joueur n'a pas l'habitude de travailler. Vraiment très enrichissant pour eux aussi, hein. Ouais, je trouve que c'est une bonne phrase que tu dis là, le fait de profiter finalement de la blessure pour pouvoir acquérir d'autres compétences. Ben, on parlait rugby. Je veux dire, le rugby a compris depuis très longtemps qu'il fallait intégrer des personnes fortes en athlétisme dans les staffs. Donc, on a des gens comme Guillaume Tranon, par exemple, qui s'occupent très régulièrement de l'équipe de France de rugby à 7. Alors, d'autant plus que le ballon est porté à la main. Donc, les rugbyman, ils sont encore plus dans ce profil athlétique et dans le travail de développement de la vitesse. Et évidemment, il faut des gens qui sont spécialistes de la vitesse et qui, de mieux qu'un athlète, peut le faire. Le Stade français a été un des premiers clubs à prendre comme préparateur physique Frédéric Aubert, grand entraîneur d'athlétisme, qui a été préparateur physique dans de nombreux sports collectifs, au basket, au foot, au rugby. Il a été un des premiers dans les années 2000 à apporter cette dominante qualité de vitesse aux joueurs de rugby. Le foot, le joueur de foot court, donc il faut lui apporter aussi des solutions et lui proposer des choses. Et nous, en tant que kiné, aujourd'hui, on parle beaucoup du profil force-vitesse, de l'importance de l'évaluation du profil force-vitesse dans la performance, mais aussi dans la prévention des blessures, puisque la blessure aux ischio-jambiers qui nous peine tant tout le temps dans le foot, dans le rugby, dans tous ces sports collectifs et en athlétisme, et on se rend compte qu'une meilleure connaissance du profil force-vitesse va avoir un bénéfice aussi dans la prévention des blessures, sur la projection de la force horizontale, sur d'éventuelles faiblesses des extenseurs de hanches. Et donc,
Voilà, ce travail athlétique est important. Jean-Benoît Morin l'a fait à Grenoble et dans de nombreux sports collectifs, justement, pour avoir un feedback aussi sur vitesse et sur prévention des blessures. Justement, ouais, je sais que le club de rugby de Grenoble est très axé sur ce développement athlétique au niveau accélération, top speed, Exactement. vitesse max Vitesse et max, inclut force beaucoup. horizontale, Ouais. puissance, c'est super intéressant. Aujourd'hui, on sait que, pareil, les publications sur la prévention des blessures aux ischio-jambiers nous montrent que l'outil numéro un pour prévenir la blessure aux ischio-jambiers, finalement, c'est quoi? C'est le travail de sprint et le travail à vitesse maximale. Bon, donc, on voit bien que ce travail de vitesse, il est central. Qui de mieux qu'un athlète pour travailler la vitesse, qu'un spécialiste du 100 mètres ou du 200 mètres pour travailler la vitesse? Là, moi je vois pas mieux. Ouais, j'espère que vous avez bien écouté Erwan à ce sujet-là parce que c'est trop peu fait et je trouve notamment dans le football, il y a trop peu de sessions sprint. Donc je pense que ça peut être déjà une bonne chose à inclure dans ces entraînements. C'est très difficile hein, de sprint dans un sport collectif. J'ai un souvenir d'il y a quelques années d'un préparateur physique qui a voulu justement qui a voulu suivre un petit peu les recommandations et qui a organisé une session de sprint répétée. Et on a eu quelques jours après, et sur la séance, je crois que 4 ou 5 lésions musculaires, quadriceps, ischio-jambiers. C'était en début de saison. Et ben, je peux dire que de la saison entière, on n'a plus jamais revu une séance de répétition de sprint. Parce que ça se prépare. Voilà, il y a une approche, il y a aussi une stratégie. C'est pas juste dire aux gars, bah, les gars, on va sprinter aujourd'hui. Non, il faut le préparer. Et c'est pas si facile que ça à mettre en place en sport collectif, surtout, encore une fois, quand certains staffs sont sous-dotés, puisque une seule personne pour gérer l'ensemble de la performance, et je ne parle pas forcément du Paris FC, hein, je veux dire, il y a de nombreux clubs qui sont structurés de la même façon, bah, c'est difficile. Ça soulève une question. Finalement, est-ce que le fait d'avoir perdu 4-5 joueurs sur ta pré-saison ne te permet pas, parce que peut-être que c'est des joueurs que tu aurais perdus au cours de la saison et sur des problématiques similaires, sans avoir finalement pris le risque de mettre ces sessions de sprint. Par contre, tu as eu un gain sur tes 15-20 autres joueurs. Et derrière, tu auras en fait ces 15-20 autres joueurs qui ne seront pas susceptibles de se blesser. C'est très hypothétique ce que je dis là, mais est-ce que parfois, dans le sport de haut niveau, tu te dois pas de travailler sur certains aspects au risque de perdre certains athlètes, mais pour avoir un bénéfice sur les autres? Alors, la notion de risque acceptable, on peut toujours l'entendre dans le sport de haut Ouais, niveau, c'est central, hein, quand un joueur reprend d'une blessure, que c'est un petit peu juste, mais qu'en même temps, là, il n'y a pas trop le choix ou que le match à venir est vraiment central dans la programmation et il faut que le joueur soit disponible. Collégialement, on peut se dire qu'il y a un risque acceptable. Après, par rapport à ce que tu dis et du côté kiné, ben ça, moi, je suis moins emballé, tu vois, je suis là pour le joueur. Donc, je ne vais pas dire à 5 joueurs, écoute, on va faire un truc, peut-être les gars, on va en sacrifier 5 probablement, mais les 15 autres, vous allez bénéficier sûrement d'un effet rebond, ça sera chouette. Ça non. Encore une fois, on est là pour le joueur ouais, et c'est là toute la grande difficulté du sport collectif, de l'individualisation de la performance et du suivi, exact. c'est que c'est difficile. On entend beaucoup, chez nous on individualise, chez nous on individualise. Ben, la réalité, c'est que l'individualisation, même dans les sports individuels, même en athlétisme, même dans des groupes où ils sont que 3, 4 athlètes, ben, l'individualisation de l'entraînement, ça reste quelque chose de très difficile à mettre en œuvre. Ouais, bien évidemment, je me fais l'avocat du diable et je suis bien content que tu nuances tout ça. C'est vrai que ça peut porter forcément à discussion sur tous ces aspects-là et c'est ce qui fait la richesse finalement de nos métiers. Et je trouve en fait finalement hyper intéressant que tu aies incorporé un autre staff ou en tout cas fait une rencontre entre deux sports différents. Je sais que parfois, c'est pas toujours évident, notamment dans le football, qui a une culture qui est parfois très ancrée. Et je trouve que c'est une bonne chose que tu aies pu faire ça et que tu aies été finalement écouté par tes homologues du Paris FC. Tu vois, là, on parle vitesse, athlétisme, etc. Mais rien que dans la préparation physique au football, la musculation, aujourd'hui, ça a une place finalement assez mineure. Alors, encore une fois, ça dépend des personnes qui sont présentes parce que tout le monde Mm. n'a pas la même approche. Mais culturellement, le foot ne donne pas une place très forte au travail de musculation en club en France. Attention, Ouais, c'est pas pareil dans les autres pays parce que nous, les joueurs qui partent en Angleterre, qui partent en Italie, qui partent en Allemagne, ils disent ah, mais c'est pas pareil. En France, que ce soit des centres de formation, des clubs professionnels, on n'est pas dans un développement de la qualité de force finalement. La qualité de force, elle n'est pas centrale et on entend encore, ben non, le footballeur n'a pas besoin de musculation, il a juste besoin d'entretenir
retenir. Bon, non, le travail de musculation, ça sert à rien, ça va alourdir le joueur, il va perdre en qualité de vitesse. On est encore dans ce type d'échange de temps en temps, même quand on échange avec d'autres clubs et avec d'autres collègues. J'adore demander aux anciens joueurs qui sont à droite, à gauche, savoir comment ça se passe chez vous, comment se structure la semaine, qu'est-ce que vous faites, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de joueur qui m'a dit, putain, ouais, on est parti sur une planification de l'entraînement de force. On a un mec qui est venu nous former là sur l'haltéro, putain, incroyable. Ouais, le développement de la force maximale. Ah ouais, je pensais pas que. Ça, je ne l'ai pas encore entendu et ça va sûrement venir, encore une fois. C'est une histoire de mentalité, de formation, de personnes. Et le préparateur physique a le même problème que nous les kinés, c'est la place qu'on lui donne. Hein. Et celui qui va faire quelque chose de différent, c'est toujours difficile parce que si d'aventure on en sacrifie 5, bah, ça sera sûrement à cause de ce qu'on a fait de différent. Il y a un équilibre qui est parfois un peu difficile à trouver. Et finalement, le meilleur public pour éventuellement commencer à changer les mentalités, pour moi, c'est ce public de jeunes, de centres de formation qui, pour moi, devrait être celui qui emmagasine et qui apprend le plus de choses, ce que le rugby a bien réussi à faire autant dans les clubs qu'à la fédération avec le rugby à 7, qui est la véritable équipe laboratoire pour la Fédération française de rugby. Génial. On va parler de Anetka. Tu as co-développé depuis quelques mois cette péniche donc, dans le 15e arrondissement de Paris avec un pôle performance santé, mais pas seulement. Peux-tu nous parler de la création de ce projet? Ouais, alors c'est même un peu plus que quelques mois puisque je suis projet depuis 2016. C'est un projet qui a répondu à un appel d'offres pour exploiter un espace sur la Seine et sur les quais. Donc ça a été un énorme appel à projet en 2016 qui s'appelait Réinventer la Seine. Et la boîte avec laquelle je travaille, donc qui à l'origine donc Why Not Production, c'est une boîte de production de films, a répondu à l'appel d'offres avec l'objectif de créer un lieu de vie autour du sport, de la santé, de la restauration, de la fête, et finalement de dire un peu comme la kiné, la réathlé et la préparation physique, il n'y a pas de barrière. On peut très bien se foutre une race au sport et on peut très bien aller se foutre une race après à l'apéro. Et finalement, c'est pas incompatible. Et, ces deux publics peuvent se retrouver ensemble. Et puis finalement, nous-mêmes, nous sommes, selon les moments et selon les heures, de plusieurs publics en une seule personne. Et donc, ça a été un développement incroyable. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir développer toute la partie sport et la partie santé. Donc, toute la salle de musculation, j'ai eu la chance de pouvoir la piloter, de pouvoir la créer du début à la fin. Le bateau n'existait pas, hein, donc il a été fabriqué pour ce projet-là. Donc c'est vraiment un projet qui part d'un stylo, d'une feuille blanche, et on m'a dit, ben, crée ce que tu pensais être le meilleur espace au niveau sportif et au niveau médical. Et ça a duré pendant 7 ans, et on a ouvert, pour le coup, il y a quelques mois, il y a 6 mois, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, parce que c'est l'aboutissement d'un très très long travail. Sur le côté médical, on a un espace santé composé, c'est un plateau de 300 mètres carrés avec balnéothérapie et bain froid, isocinétisme, BFR, TK. Enfin, j'ai vraiment essayé de mettre en place, en termes d'installation, les installations qui me paraissaient être les plus optimales. Et après, le plus important, c'est pas tellement le matériel, c'est l'humain. Donc, essayer de structurer autour de personnes fortes un pôle périnatalité avec des sages-femmes, des kinés spécialisés en urogynéco, Emma Berger, Marie Juglar, 2 sages-femmes, une sage-femme ostéopathe, une sage-femme sophrologue, un pôle orienté plus sur la rhumatologie, le dos, les douleurs chroniques, puisqu'on a la chance d'avoir une balnéothérapie aussi pour travailler, et un pôle traumatologie, sport, performance, à la fois pour monsieur, madame, tout le monde qui se fait son entorse de cheville en ratant la marche du trottoir, et aussi pour le sportif de haut niveau qui, lui, a besoin d'un suivi individuel, où là, je me rends disponible, moi, pour pouvoir justement accompagner ce public-là sur des sessions de 2 heures, 3 heures, 4 heures, sur des stages d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et pour le coup, vraiment individualiser la prise en charge. Ok, alors il y a plusieurs questions qui naissent. Déjà, est-ce que tous ces acteurs-là travaillent tous au sein d'Anetka? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, Là, aujourd'hui, on a 5 kinés qui travaillent en libéral, hein, sur un équivalent temps plein, 2 sages-femmes, une diététicienne, un kiné ostéopathe, Mathieu Bonneau, qui est un de mes anciens formateurs. Il y a Erwan Tanguy, kiné du Paris Volley, qui nous rejoint, qui est aussi un de mes anciens formateurs, que ce soit Erwan ou Mathieu, 2 personnes pour qui je voue une très grande admiration professionnelle et amicale. Stephen Hall, donc, qui est mon collègue au Paris FC, qui travaille aussi avec moi sur la péniche. Samir chez Bourou, qui est notre ancien stagiaire du Paris FC, qui travaille avec nous sur la péniche. Puis l'équipe va se développer petit à petit avec une psychologue du sport prépa mentale, avec peut-être un médecin expert qui viendra une fois par semaine pour être aussi au soutien des questions qu'on peut avoir. Et on le laisse mûrir et construire petit à petit en prenant le temps. On n'a pas la pression de devoir développer trop vite et on peut vraiment développer progressivement et puis essayer de s'éclater, de faire tous les projets qu'on a envie de faire dans les différents pôles. ok. Et du coup, je vais te poser une question que sûrement certains kinés pourraient se poser, notamment des kinés en province.
Tu as parlé de sessions de 1, 2, 3 heures sur plusieurs semaines. Finalement, j'imagine que c'est du hors nomenclature, c'est du déconventionné. Comment Tout tu à fait. agences tout ça? Alors moi, j'ai fait le choix depuis pas mal d'années maintenant de plus travailler en tant que kiné libéral conventionné. Mon orientation en préparation physique, réathlétisation me permet finalement de faire de l'accompagnement du sportif sur autre chose que de la kinésithérapie. Et effectivement, c'est la chance que j'ai dans cela, c'est de pouvoir bénéficier d'un super espace que j'ai créé comme je le voulais et de temps pour pouvoir le faire. Et les kinés qui bossent en tant que kinés libéraux, ceux qui font partie du pôle performance, donc Erwan Tanguy, Samir et Stéphane, ben, eux aussi, ils sont kinés conventionnés, mais malgré tout, ils vont réussir à se libérer des créneaux, des temps un peu plus longs pour pouvoir prendre aussi ce public de sportifs de haut niveau. Mais c'est sûr que c'est pas évident et qu'il faut arriver à jongler entre son planning libéral et son planning pour accompagnement à la performance. Donc, on a bien compris que tu travailles avec l'athlétisme, tu travailles avec le Paris FC, donc dans le football professionnel, tu travailles aussi sur un pôle santé-performance au sein de la Netka. Ouais. Finalement, à quoi ressemble une semaine type d'Erwan Lecorre? La semaine bouge souvent, je jongle un peu entre plein de choses, ce qui n'a pas été sans me faire du mal sur la santé, sans me faire poser beaucoup de questions aussi sur moi et sur mon activité, hein. Mais une semaine type aujourd'hui, quand on est en saison, c'est club le lundi matin au Paris FC. Soit c'est le lundi matin quand les joueurs sont off, donc c'est pour la permanence des blessés et les joueurs blessés du week-end donc, qui viennent. Donc, je suis présent avec le médecin et on fait un bilan un petit peu du week-end et les séances des joueurs blessés long cours. L'après-midi, je pars sur la péniche à Netka pour être soit dans mes missions un peu de manager, de développement et de création des espaces, ou alors de suivi des joueurs quand j'ai mes rendez-vous. Le mardi, je suis au club toute la journée, mais je dois aller sur la péniche le soir pour la réunion des managers le mardi soir. Le mercredi, c'est 100% péniche. Le jeudi matin au club, le jeudi après-midi à l'INSEP, le vendredi sur la péniche et le samedi sur à peu près entre 20 et 25 week-ends par saison, match avec le Paris FC, soit les matchs à domicile ou les matchs à l'extérieur. Et de temps en temps, compétition d'athlétisme avec la Ligue de France d'athlétisme ou déplacement avec les équipes de France ou formation professionnelle. Voilà, en Ouais. gros. Donc, comme tu l'as dit, je pense qu'en termes de charge mentale, c'est très conséquent. Moi, sans aller jusque-là, j'ai une activité aussi mixte au sein de l'Olympique Lyonnais et d'un cabinet libéral. Ouais, Je sais qu'en termes de charge mentale, c'est conséquent parce que, en fait, tu es toujours, même quand tu es dans un endroit, tu es toujours en train de penser aux autres activités. Potentiellement, ouais. tu peux être dérangé, des appels téléphoniques, enfin voilà. Mais j'imagine quand même que tu dois y trouver un intérêt, sinon tu ne le ferais pas. Pour quelles raisons, en fait, tu es sur ce type d'activité mixte? Je crois que j'ai besoin, c'est un besoin très, très, très personnel, hein, de pouvoir répondre un petit peu à tout. Déjà, je déteste dire non aux gens. Donc, quand on me propose des choses, j'essaie toujours de dire oui, un petit peu moins ces derniers temps, Un yes parce que man. j'aime la variété, j'aime le challenge, j'aime les choses que j'ai pas l'habitude de faire. Même pour te dire, à un moment, quand je créais des formations, je la faisais une fois, donc ça me prenait un temps fou à créer le contenu. Et puis une fois que je l'avais donné une fois, plutôt que de me dire ah ben cool, mon truc est créé, je vais pouvoir le donner toute l'année. Non, il fallait que j'en fasse une nouvelle. Tu vois, cette volonté d'être toujours dans quelque chose de nouveau, de différent, de challengeant. Alors ça, c'était très 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 fort quand j'étais sur j'allais dire mes jeunes années, hein, je suis pas vieux, mais sur mes 10 premières années d'exercice, où il y avait en plus la formation avec Kinésport, le Stade français qui prenait beaucoup de temps. Et là, j'essaye de structurer les choses quand même un peu différemment pour essayer de ne pas me faire déborder par les différentes activités. Et surtout, je crois que la clé, c'est de pouvoir s'appuyer sur un environnement sain. Et c'est la chance qu'il peut y avoir sur le projet Netka, c'est que j'ai mes collaborateurs, amis, Samir, Stephen, Emma qui m'a remplacé sur un podcast dernièrement parce que j'ai eu un empêchement de dernière minute. C'est s'appuyer sur des collègues qui sont un peu dans une filière proche de la tienne et qui arrivent à répondre aussi et qui sont intéressés par les choses qu'on peut leur proposer, mais que ça se fasse de façon cohérente et sans stress, mais en tout cas de pouvoir s'appuyer sur des gens et sur un environnement qui va nous entourer, qui va nous aider aussi finalement dans nos projets. Ne pas vouloir faire tout seul. Ce dont tu me parles, ça me fait penser à l'épisode qu'on a fait avec Yacine de PGC Paris, qui nous a Ouais, parlé de l'importance de l'environnement chez un sportif, mais ouais, finalement qui est transférable bien évidemment tout à chez fait, tout être humain et notamment dans un milieu professionnel, tout à d'avoir fait. un entourage professionnel, un entourage personnel qui soit véritablement en cohérence avec ce qu'on fait.
C'est la fameuse phrase qu'on entend perpétuellement qui énerve tout le monde, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah, finalement, ouais, quand même, Ouais. c'est pas pour rien qu'on l'entend tout le temps. Il faut être entouré, qu'on soit sportif de haut niveau ou kiné. On ne peut pas tout gérer tout seul. Le kiné qui bosse en ville, il ne peut pas gérer ses patients, son secrétariat, sa comptabilité. Sinon, il se retrouve à faire du 60-70 heures semaine et il finit par exploser au bout de 2 ans, par arrêter l'exercice et par faire autre chose. Donc, Mm. moi, c'est ça que j'ai essayé d'éviter, aussi en faisant des choses variées. Ça permet d'avoir une stimulation un petit peu continue. Et en même temps, il faut faire attention, il faut savoir se préserver soi, se préserver sa famille, hein, parce que plus on vieillit et puis plus aussi on a des contraintes familiales qui apparaissent. Et ce n'est pas Mhm. des contraintes, c'est même central. Et il faut s'appuyer sur un environnement qui nous aide et qui nous accompagne. C'est essentiel. Tu nous as fait un petit peu une passe décisive tout à l'heure en me parlant de formation. J'aimerais justement qu'on parle de ces conférences que tu donnes, notamment celle sur le strap. Depuis quelques années, tu proposes cette formation axée sur le strapping. Je suis ravi de voir que tu les remplis parce que pour moi, c'est un art Mm. que chaque kiné Ouais. du sport devrait maîtriser et qui est malheureusement trop peu pratiqué en cabinet. Et ce Mm. que je déplore parce que en première intention, on est d'accord que ça peut avoir un réel but de protéger une articulation et ça peut avoir beaucoup de sens. Et je prie véritablement pour que l'accès direct à la kinésithérapie devienne finalement une Mm. norme pour tous. Tu es le seul que je connaisse finalement à proposer ce genre de masterclass. Quels sont les profils de kinés qui viennent à cette formation et surtout, qu'est-ce que tu leur fournis? Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, alors moi, le strap, je suis exactement comme toi. Pour moi, c'est un art et c'est une compétence clé du kinésithérapeute. Le kiné aujourd'hui qui veut travailler, que ce soit en cabinet, mais dans le sport, il doit maîtriser le strap, c'est indispensable. Tu arrives dans un club, tu ne sais pas strapper une cheville, le joueur, déjà, il va te catégoriser et ça sera terminé, tu perdras sa confiance. Donc le Mhm. strap, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à maîtriser, de la même façon qu'il faut savoir poser les mains sur un sportif, qu'il faut savoir le masser. Le massage, c'est pas quelque chose d'interdit. Au contraire, le sportif, il te jugera très vite sur ta capacité ou pas à savoir le masser, à savoir mettre de la force, à savoir mettre un peu d'intensité dans ton soin. Le strap, c'est la première formation professionnelle que j'ai faite. C'est une formation sur le strapping avec Christophe Geoffroy. C'était en 2008, juste après mon diplôme, 2008 ou 2009. Et dès le début, ça a été un amour, le strap. C'était un truc, je me suis dit, mais waouh, il faut savoir maîtriser ça. Et puis en plus, c'est sympa à faire. Donc j'ai continué depuis 2009 à Kinesport, dans les formations, on prenait à strapper. Il y avait quelques formations à cette époque-là qui étaient dédiées au strap, et puis ça a eu tendance à disparaître. Moi aussi, je l'ai déploré. Je ne comprenais pas pourquoi le strap n'était plus central dans la formation post-DE, puisque à l'école, l'apprentissage est un peu limité. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu créer cette masterclass strapping, vraiment orientée autour de la pratique. Pas là pour faire des chichis, on n'est pas là pour rester pendant des heures et des heures sur un tabouret à regarder un diapo. On est sur table, on a une articulation, on a une pathologie, on réfléchit stratégie thérapeutique et le strap, c'est un élément clé de notre stratégie thérapeutique. Comment on fait? Donc j'ai des profils très variés sur les formations. Effectivement, c'est super. Hein, elles se remplissent toutes très très vite. On en lance une en septembre, elle est déjà quasi pleine. C'est assez incroyable et ça me fait vraiment plaisir. C'est des kinés qui viennent de cabinet, qui ont envie d'intégrer le strapping à leur prise en charge de ville, parce que clairement, c'est essentiel. Quand on arrive à avoir ces patients de façon précoce dans la prise en charge, eh ben, c'est super de pouvoir les strapper, de leur proposer aussi un accompagnement sur cette technique-là. Et c'est beaucoup de kinés du sport qui travaillent en club et qui ont envie de se perfectionner sur certaines techniques, puisque ce que je propose à l'intérieur de cette formation, c'est justement ce côté très apprentissage terrain. Pour donner l'exemple de l'épaule, tous les kinés galèrent sur le strap d'épaule. J'étais comme tout le monde, je galérais sur le strap d'épaule. Et ce qui m'a fait gagner en compétence sur l'épaule, c'est le rugby et c'est les joueurs de l'hémisphère sud qui, eux, sont arrivés avec une technique de strap qui m'ont apprise et que maintenant j'ai plaisir à montrer parce qu'elle est juste incroyable. Et ça n'a rien à voir avec les straps d'épaule que l'on pouvait apprendre à l'école où la bande de strap partait du bras droit, finissait au bras gauche en passant thoracique, dorsal, faisait 5 tours sur toi et le truc de toute façon ne tenait pas. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de donner de la pratique, de parler des choses qu'on a vécues, des choses sur lesquelles on était limité, des solutions qu'on a trouvées, qu'il y a un vrai échange qui se crée autour d'une expérience. Donc finalement, très axé pratique et très axé terrain. Complètement, Retour d'expérience, quel a été le complètement. problème, quelle solution on a mise en place, et on te donne la clé de cette solution. Exactement. Et sur toutes les masterclass, j'essaye de faire venir des invités qui viennent parler justement de leur expérience. J'ai pu avoir Rémi Lampoux, Rémi Physiosport, qui est venu Mhm. pour montrer le strap du boxeur.
J'ai eu Clémence Bien-Aimée qui est venue nous montrer le strap du handballeur, Erwan Tanguy, le strap du volleyeur. J'ai professeur Kiami qui est venu plusieurs fois nous parler de l'examen clinique du membre inférieur. Donc, à chaque masterclass, finalement, le programme sera un peu différent. Et j'essaye, et encore une fois, hein, c'est souvent par égoïsme et par plaisir personnel, d'inviter quelqu'un qui, moi, m'apportera quelque chose parce que j'ai envie de l'écouter. Et puis, pour le coup, ben, tout le monde s'intéresse à ce que la personne a à dire. La formation, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est plus des cours qui sont appris par cœur par des formateurs. C'est vraiment quelqu'un qui vient parler d'un sujet qui lui tient à cœur, d'un sujet sur lequel il va y avoir quelque chose à valoriser, un sujet qui est maîtrisé. Et on vient écouter le formateur, on ne vient pas écouter l'organisme. Ce vrai retour d'expérience qui, pour moi, aujourd'hui, est nécessaire dans la formation des kinés. Finalement, avec une vraie problématique, potentiellement des échecs au préalable, du coup, des solutions. Tu donnes ce retour d'expérience. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des commotions cérébrales. On en a un petit peu parlé avec François Maubert dans l'épisode numéro 21, notamment sur toutes les problématiques liées au sport de combat. Mais voilà, j'aimerais que tu nous donnes tes conseils les plus importants que tu donnerais aux coachs qui ne sont pas formés dans ce domaine. Je pense notamment au milieu amateur, sans staff médicaux, pour reconnaître une commotion cérébrale. Le premier conseil très général, et ça c'est vrai pour toutes les blessures, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir forcer la chose, surtout dans les sports amateurs où il n'y a pas d'encadrement. Quand on ne sait pas, il faut l'accepter de ne pas savoir et il ne faut pas prendre de risque. Encore une fois, on traite un joueur, on traite un humain, on ne traite pas un résultat. Voilà. Donc, si on a un doute, c'est que finalement, il n'y a pas de doute. Le joueur doit sortir. Et c'est vrai pour une commotion cérébrale comme pour une entorse de cheville ou une lésion musculaire, que j'ai beaucoup vu, moi, à titre personnel, dans les clubs amateurs où j'ai pu travailler. C'est qu'on a toujours l'impression, même si c'est amateur, que chaque match est une finale de Coupe du Monde. Bah, il faut avoir un petit peu d'humilité, un peu de recul en se disant que c'est l'humain qui est présent, qui est central et que c'est lui qu'on doit protéger. Moi qui nais à l'Asvel Rugby en Fédéral 2 il y a 15 ans, je ne savais pas ce que c'était une commotion cérébrale. La première commotion que j'ai vécue, c'est un joueur donc, commotionné qui sort, qui était à côté de moi sur le banc, qui répétait toujours les mêmes mots, qui ne savait pas où il était. Ça faisait rire tout le monde rigolait. Ce jour-là aurait pu rester sur le terrain parce que ni moi à cette époque-là était formé à la commotion cérébrale, personne m'en avait parlé, c'était en 2010. On en parlait encore très peu. Heureusement, ça a évolué grâce au docteur Sherman. Il faut s'informer quand on est thérapeute de son sport, des blessures, et il faut aller chercher l'information. Pour les coachs et pour les entraîneurs, il faut vraiment se dire, OK, il y a plein de choses que je ne sais pas sur le plan médical, je ne prends pas de risque avec mon joueur si j'ai un doute. Voilà, je ne suis pas formé à reconnaître une commotion cérébrale. Par contre, quand je vois un joueur qui a un comportement inhabituel, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Finalement, c'est assez simple, c'est juste identifier le comportement inhabituel du joueur. Ah, tiens, c'est marrant, mon joueur, et j'ai l'impression qu'il perd l'équilibre. Tiens, c'est marrant, mon joueur, il me reconnaît pas. Tiens, c'est marrant, mon joueur, il a un comportement un peu agressif avec le médecin, le kiné ou le secouriste qui est venu, alors que d'habitude, c'est un joueur qui a. Enfin, pourquoi est-ce qu'il a un comportement agressif? Tous ces signes-là, c'est des signes objectifs de commotion cérébrale. Et finalement, quand le signe est présent, le joueur sort et il sort de façon définitive. Le plus grave, c'est de laisser un joueur avec commotion cérébrale sur le terrain et qui risque de faire un deuxième impact, un deuxième traumatisme. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une commotion cérébrale, ce n'est pas forcément un contact direct sur la tête. La majorité des commotions cérébrales se font via contact indirect. On n'est pas obligé d'avoir la tête qui tape pour avoir une commotion cérébrale. C'est l'ébranlement du cerveau dans la boîte crânienne. Quand un joueur se fait plaquer au niveau du bassin, il peut avoir une commotion cérébrale. Et parfois même, c'est sur des contacts anodins. Deux joueurs qui se font un contact épaule-épaule et un joueur qui s'effondre, qui convulse, etc., alors que le contact en lui-même était anodin. Ça peut suffire à faire une commotion. Donc le contact direct n'est pas nécessaire. S'il y a un symptôme ou un comportement inhabituel, il n'y a pas de doute à prendre et l'objectif c'est de protéger la santé du joueur. Le joueur sort et sort de façon définitive et il est en surveillance. Et s'il n'y a pas de professionnel de santé présent, on fait en sorte de l'envoyer vers un professionnel de santé qui saura gérer la situation. C'est une des notions qui ont été beaucoup démocratisées, entre guillemets, dans les sports de combat, et j'inclus bien évidemment le rugby, mais qui peuvent passer parfois inaperçues, notamment dans des sports comme le football, alors que c'est bien évidemment moins fréquent, mais tout aussi présent. Moi, je pense qu'au sein de l'académie de l'OL, je devais en avoir une ou deux par saison. C'est Et ça. ça peut paraître peu, mais si c'est mal géré, il peut y avoir vraiment des conséquences dramatiques par la suite. Je suis à peu près sur les mêmes volumes, hein. On est sur allez, entre une et trois commotions par saison au niveau professionnel. J'ai souvenir il y a quelques années d'une commotion qui a eu lieu à l'entraînement.
J'étais en salle de soins, donc le joueur commotionné pendant l'entraînement, donc on appelle le médical, j'arrive, et là j'arrive dans une situation de guerre, quoi. Je vois un membre du staff qui était en train de donner des claques au joueur, un autre membre du staff qui mettait le joueur en PLS et qui lui mettait le doigt dans la bouche pour qu'il avale pas sa langue, et moi j'arrive, je dis stop, on arrête tout, il y a des messages qui doivent passer, c'est déjà on n'avale pas sa langue, donc pas besoin d'aller mettre le doigt dans la bouche, et quand il y a une commotion cérébrale, jusqu'à preuve du contraire, le rachis cervical peut avoir été impacté. Donc on protège le rachis cervical, ça c'est essentiel. Donc il faut quelqu'un en protection du rachis cervical, il faut laisser le joueur respirer, on ne le met pas en PLS, parce que le mettre en PLS, c'est justement prendre un risque de venir bouger le rachis cervical ou sur lequel il y a peut-être une fracture, et à ce moment-là, les conséquences peuvent être dramatiques. On sécurise la zone, on appelle les secours s'il y a besoin d'avoir des secours qui arrivent. J'espère que vous avez bien pris des notes sur ces conseils de base, mais qui sont très importants, comme on l'a bien souligné. Et puis, pour ceux qui sont thérapeutes, kinés du sport, médecins du sport et qui veulent plus particulièrement se former, je pense que c'est important de s'informer. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu proposes aussi une formation à ce sujet-là? Ouais, alors pendant la période Covid, j'ai fait beaucoup de formations en ligne. C'était super sympa, de formations de 2 heures, 3 heures via Zoom. Et puis on faisait une formation comme ça, donc très théorique. Moi, je vous conseille aussi de regarder sur le site internet de World Rugby, puisqu'il y a énormément d'informations. Le rugby, encore une fois, hein, est un des sports phares qui a réussi à faire évoluer notre connaissance de la commotion cérébrale. Et encore une fois, en particulier grâce au docteur Jean-François Scherbagne, qui est vraiment le médecin qui a réussi à imposer le protocole commotion dans le rugby, dans le football, dans la boxe, à la MMA, et c'est vraiment une richesse de pouvoir échanger aussi avec lui sur le sujet. Donc World Rugby propose du contenu. À l'époque, il proposait un e-learning. Je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais en tout cas, sur leur site internet, on trouve beaucoup, beaucoup d'informations. Le docteur Emmanuel Laurent, le médecin directeur médical de la Fédération française de foot, est aussi extrêmement compétent sur le sujet et propose énormément de contenu. Il a toujours plaisir à répondre aux praticiens qui lui posent des questions sur la commotion cérébrale, même nous, en tant que kiné, quand on a un doute sur une situation qui s'est passée, il ne faut pas hésiter à se dire, voilà, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu la bonne réaction? Est-ce que j'ai agi comme il fallait? Parce qu'encore une fois, l'objectif numéro un, c'est de protéger son joueur. De plus en plus de joueurs arrêtent leur carrière suite à des commotions cérébrales répétées. De plus en plus de clubs sont attaqués par les joueurs pour une mauvaise gestion de commotion cérébrale. Et nous, en tant que professionnels de santé dans les clubs, on se doit d'être irréprochable sur le sujet. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations qui sont très, très pertinentes. On a bien compris que tu avais un bon background dans tous ces aspects-là. Comment tu vois l'évolution de la kinésithérapie en France d'ici une dizaine d'années? Je me suis posé à titre perso la question, hein, est-ce que je serai kiné toute ma vie? Je pense que tout le monde, enfin, n'importe qui dans son métier, hein, se pose la question de est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? J'ai pas encore forcément la réponse. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime faire des choses variées finalement, pour pas m'épuiser sur une seule chose. Il y a quelque chose qui me rassure quand même aujourd'hui sur la kinésithérapie, c'est que j'ai l'impression que les jeunes kinés se rapprochent beaucoup plus du mouvement et de la nécessité d'avoir un espace de travail dans lequel on fait bouger le patient. Je pense qu'on est en train de sortir d'une période ça fait quelques années qu'on en sort heureusement, mais de cette période où le patient était dans un box, dans une salle, sur une table, et finalement là où on s'appelle des thérapeutes du mouvement, et ben, il y avait zéro mouvement et c'était du traitement complètement passif. Tu vois, quand je vois ton arrière-plan, ben, voilà, c'est ça aujourd'hui. Je veux dire, le kiné, il doit être là présent pour son patient, pour le faire bouger. J'ai l'impression que la jeune génération de kiné remet la main sur le mouvement, et ça, je trouve que c'est très, très bien. Et comme on parlait des barrières entre réathlétisation et préparation physique, je crois qu'aujourd'hui, dans un cas comme dans l'autre, je veux dire, il n'y a plus tellement de barrières. Le préparateur physique se doit d'être formé au médical et le médical se doit d'être formé au mouvement et à la préparation athlétique et physique. Donc, finalement, on arrive à trouver des points de convergence très fortes, et encore une fois, ça servira le patient. Les 10 prochaines années vont être intéressantes sur ça. Je suis un peu plus sceptique sur toute la notion de BP, de recherche, puisque c'est évidemment essentiel, mais il faut faire attention de ne pas s'enfermer là-dedans non plus. Il faut garder la main sur la pratique et garder la main sur le patient. J'espère que le jeune kinésithérapeute aura plaisir à toucher son patient et ne deviendra pas juste un prescripteur ou un lecteur d'articles. J'écoutais un podcast dans lequel intervenait Fred Cossé qui parlait de l'importance de l'environnement et de la périodisation qui seront une des clés dans les 10 prochaines années pour les kinés. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ce master en préparation physique, puisque sorti de DE, je me disais, mais merde, en fait, je suis kiné, mais l'entraînement, la planification, la périodisation, je connais rien. Enfin, on m'a pas appris ça. Et c'est la préparation physique qui évidemment
est leader un petit peu sur ces notions-là, qui développe ça depuis plusieurs années, qui m'a appris ça. Et finalement, il y a énormément de transferts à faire sur notre activité de kiné. Il faut planifier, il faut organiser. Il faut sortir de la séance un petit peu du quotidien où le patient arrive, on ne sait pas ce qu'on lui a fait 3 jours avant et puis on ne sait pas ce qu'on lui fera 3 jours après. Il faut que le sportif, au moment où il se blesse, on ait une vision très globale de ce par quoi il doit passer pour pouvoir revenir à son activité physique. Alors ça ne veut pas dire J1, J2, J3, J4, J5, ça veut dire phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, et puis ensuite on avance en fonction des critères cliniques, en fonction des critères objectifs qui vont nous permettre d'avancer dans la prise en charge. Mais il faut les identifier, il faut les connaître, il faut les écrire, il faut les voir, il faut que le patient comprenne, il faut que le sportif comprenne, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir une meilleure stratégie de soins possible. C'est intéressant ce dont tu parles parce que je pense qu'effectivement, d'en parler directement avec le patient, le sportif, de lui expliquer les étapes par lesquelles il va passer et quels sont les critères qui vont permettre de passer d'une étape à une autre. Je pense que ça donne déjà des mini-objectifs aux sportifs qui sont hyper importantes parce que si on va prendre un exemple assez phare et assez concret comme un ligament croisé, Tout à si fait. le sportif, on lui dit, ben voilà, tu vas être avec moi pendant 6, 9, 12 mois, bon, bien évidemment, en fonction du contexte, qui sont quand même un temps qui est conséquent, sans lui expliquer finalement au préalable par quoi on va passer. T'imagines, c'est hyper long. Et comment tu fais pour te projeter aussi loin sans avoir de Et mini-objectifs? Alors que lui a des c'est matchs normalement. Je parle notamment dans les sports collectifs, mais potentiellement des matchs tous les week-ends. Et là, du jour au lendemain, il y a plus de compétition, il n'y a plus d'objectifs. Exactement, c'est très difficile et d'ailleurs ça nous arrive sur les blessures longue durée de se retrouver, de buter un petit peu à certains moments dans la prise en charge avec le sportif parce que la vision longue durée de la rééducation est très difficile à encaisser pour un sportif qui est habitué à des échéances courtes. Mm. Donc il faut donner de l'échéance intermédiaire, il faut donner de l'explication et oui, notre sportif, notre patient, il n'est pas kiné, il n'est pas médecin, mais il comprend très bien comment ça fonctionne, je veux dire, il connaît bien mieux son activité que nous. Il faut qu'on lui donne ce contenu-là parce que comme tu l'as dit, ça donne de l'objectif intermédiaire et je pense qu'on en a tous besoin. Nous aussi, dans notre vie personnelle, on a besoin de se fixer des objectifs intermédiaires pour savoir à peu près où on va, même si, encore une fois, il ne faut pas rester focalisé sur une durée, mais vraiment sur une évolution clinique. Génial. On va passer sur la dernière partie du podcast. J'aimerais que tu nous donnes ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif. Quand je vois les sportifs professionnels, c'est de ne pas se perdre au milieu de trop de conseils, justement, de garder des choses simples. De plus en plus, quand on parle de professionnalisation, on voit des joueurs qui doivent prendre de la complémentation alimentaire, on voit des joueurs qui doivent travailler d'une façon spécifique, qui doivent faire attention au poids, qui doivent tester les urines, on met en place plein de choses autour d'eux, mais finalement, c'est restons simples. Mange bien, entraîne-toi bien, couche-toi tôt, limite un peu le téléphone. C'est revient à des choses simples. Et quand tu auras maîtrisé un peu ces grands piliers de base, ben là, va t'intéresser à autre chose. Dernièrement, on m'a posé la question, ouais, Juan, c'est quoi la meilleure récupération possible? Qu'est-ce que je dois acheter? Je sais pas, tu te couches à quelle heure? Ouais, 1 heure, j'ai du mal à dormir. Ouais, tu es sur ton téléphone jusqu'à quelle heure? Ouais, minuit 59, j'ai du mal à dormir. Bon, ben, achète rien, va pas dépenser 1000 balles dans des bots, 5000 balles dans un game ready ou je sais pas quoi. Reste simple, change ton hygiène de vie, commence comme ça, et puis ensuite, le reste, c'est du périphérique, c'est du complémentaire. Et même nous, finalement, kinés, on fait partie de ces gens périphériques, ils n'ont pas forcément besoin de nous. Commence déjà par gérer ce que tu peux maîtriser toi-même, avant d'essayer de demander de l'aide ailleurs. Travailler sur la base de la pyramide. Si, Ouais, si, on aime bien les pyramides, c'est vrai que tout se compare à des pyramides aujourd'hui. Donc voilà, mais reste simple et voilà, et essaye de déjà maîtriser ce que toi, tu es en capacité de maîtriser seul. si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? J'ai pas de nom comme ça, mais là, moi, je me passerais bien un peu de temps avec un œnologue, tu vois, qui me parle de sa vie, de son métier, de sa passion pour le vin. Je suis un amateur et j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me parle de sa passion et finalement et de ce qui, peut-être de ce que toi, tu es en train de faire en posant des questions à certaines personnes. Mais sortir de mon activité, je pense que c'est intéressant. On reste très focus sur notre activité professionnelle. C'est bien Hmm. d'aller s'intéresser à d'autres choses. Ça fait un peu le parallèle entre guillemets avec ce dont on parlait tout à l'heure entre l'athlétisme et le football, où finalement on Ouais, est quand même très focus sur notre activité, on est très focus sur notre sport, mais d'ouvrir un peu les esprits et de faire ouais, rencontrer. Je pense que c'est vraiment intéressant aussi pour revenir sur cette question-là, de faire rencontrer des gens qui ont quand même en commun le sport, la performance et la santé, qui sont quand même sur des axes qui ne mm, se rencontrent pas si à un moment donné on les fait pas se rencontrer. tout à fait. Le cœur d'Aneka, c'est ça, c'est finalement faire rencontrer des gens d'univers différents au sein d'un même lieu et de faire vivre
ce public ensemble. Donc, on a le cinéma, on a la musique, on a le sport, on a la santé, on a la restauration, on a une piscine, et ben, on a une piste d'athlétisme sur le bateau. Tout ce monde-là se retrouve ensemble. Tu vois, dans le milieu sportif, par exemple, je pense souvent aux Néo-Zélandais. Tu vois, si je devais rencontrer des gens un petit peu du milieu sportif qui m'intéresseraient, ça serait les joueurs de rugby néo-zélandais et leur staff. Tu vois, j'adorerais passer du temps avec eux, j'adorerais vivre là-bas, j'adorerais juste voir comment ils s'entraînent. Un collègue qui a été avec eux me disait, bah, les Néo-Zélandais, quand ils se déplacent et qu'ils vont faire des séances de musculation, ils vont dans des salles où il y a monsieur et madame tout le monde à côté d'eux. C'est pas gênant d'avoir Pépé et André à côté des All Blacks qui s'entraînent et tout se passe bien. Et tu vois, dernièrement, sur la péniche, on a fait venir les Lions via un ancien joueur du Stade français, Willem Alberts. Avant leur match contre le Stade français, ils sont venus s'entraîner dans notre salle, à côté des autres adhérents, des autres clients du sport. Tout ce monde-là vivait ensemble et finalement partageait un même moment autour du sport. Et je trouve ça très sympa de pouvoir mixer les gens et pas forcément de les enfermer dans leur catégorie. Je suis sportif pro, je m'entraîne de mon côté, je fais du fitness, je m'entraîne de mon côté. Ben non, je bouge et on vit ensemble. Tu parles de rugby et de néo-zélandais. Je vais bientôt interviewer Hugo Scaloni de Physio Ouais, Rugby, qui ouais, a justement joué là-bas et officié en tant que physio et tout à fait. Ouais. prépa physique dans ce pays-là. Donc Mm, ça sera super intéressant aussi d'échanger à ce sujet-là avec lui. Est-ce que tu complètement. aurais un livre ou un podcast, une ressource à nous conseiller? Alors moi, bon, alors déjà, j'écoute tes podcasts, j'écoute avec plaisir les podcasts de Julien Storic, et du contenu super intéressant. Donc, tu vois, les temps, par exemple, de voiture, tu vois, j'ai 45 minutes de voiture pour aller de chez moi au club de foot, c'est le moment idéal pour pouvoir profiter de ce temps-là pour mettre un podcast et écouter un petit peu du contenu hein, qui nous apporte toujours des choses, où des gens partagent leur expérience. Maxence Piolet aussi, préparateur physique de l'équipe féminine, qui est aussi très actif sur ça. Donc, c'est des gens que j'ai plaisir à écouter. Ce que je fais, encore une fois, de façon égoïste, c'est que dès que j'organise des formations, je les organise d'abord pour moi. Donc, j'ai le plaisir à inviter professeur Camille, docteur Sherman, Dimitri Demonnière, Rémi Lancou, qui était à l'école de kiné avec moi et qui a développé un truc vraiment énorme et qui est passionnant à écouter. Jean-Baptiste Duhaut, Guillaume Servant, tous ces gens-là, c'est des ressources incroyables. Donc il faut aller voir, il faut s'informer, il faut aller dans les blocs opératoires, il faut aller parler avec ses collègues, il faut aller visiter des lieux. On s'enrichit énormément comme ça. Choisir l'humain d'abord. Quel serait finalement le meilleur moyen de te contacter pour aller un peu plus loin sur tous ces aspects dont on a parlé pendant le podcast ou tout simplement pour assister à l'une de tes formations? J'ai appris à utiliser Instagram et je pense que c'est le moyen qui aujourd'hui est le plus simple. J'ai envie de dire Instagram. Voilà, vous mettez mon nom et mon prénom et puis on finit par me trouver. J'essaye de publier régulièrement les masterclass qu'on propose. Je ne suis pas un organisme de formation, donc les formations ne sont pas prises en charge, FIFPL, DPC, etc. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est pas de créer un business de formation, c'est vraiment de pouvoir proposer un formateur qu'on a envie d'écouter qui sera disponible pour pouvoir venir nous parler de ce qu'il sait faire. Je mettrai bien évidemment tout ça en lien dans la description. Je vais te poser la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? J'aimerais bien entendre Mourad Abed. Je ne sais pas si tu connais, préparateur physique, c'est un de mes anciens profs de master, spécialiste dans le sport de combat et dans le judo, qui travaille dans le rugby depuis plus d'une vingtaine d'années. Il a travaillé comme préparateur physique à Bourgoin, à Castres, à Montauban. Là, il est en ce moment à l'UBB. Un mec passionnant. J'ai aussi eu l'occasion d'inviter pour qu'il nous parle d'haltérophilie et de développement de la force. Ce qu'ils ont mis en place à Castres d'un point de vue de la préparation physique, c'est juste incroyable ce qu'ils ont mis en place avec le staff à l'époque. C'est un gars, je pense, qui te plaira. Voilà. Bah, parfait. C'est vrai que On les j'avais aime. vu leur salle qu'ils avaient développée. Et je crois qu'ils en ont créé une nouvelle, ou en tout cas, ils l'ont toute réaménagée Ouais, ils ont il y a tout, peu tout de rénové temps. il y a quelques années. Et puis surtout, au-delà de la salle, c'est toute la stratégie d'entraînement en préparation physique qui a été mise en place par l'équipe des préparateurs physiques, dont Mourad, qui est vraiment incroyable pour moi et qui est vraiment une source d'inspiration et de respect. Parce que, encore une fois, on sait la difficulté de la gestion d'un sport collectif et je dis bravo. Et voilà, il y a quelques années, d'ailleurs, c'est pas pour rien que Cast était au sommet. Parfait. Et ben, je contacterai Mourad. Merci beaucoup pour la reco. Et Erwan, moi, j'ai une question pour toi. dis-moi. Pourquoi est-ce que tu fais tous ces podcasts, toi, à titre personnel? Pourquoi je fais tout ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de véritablement l'importance d'avoir un staff pour les sportifs. J'ai eu la chance, comme toi, de travailler dans un staff professionnel et je me rends compte que dans le sport amateur, ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'en se bougeant un peu et en étant proactif, le sportif, il peut tout simplement contacter en ville des professionnels du sport et de la santé. Et surtout, je veux montrer qui sont les acteurs qui peuvent les accompagner et surtout comment. Je pense que en fonction des niveaux de connaissances,
Il y en a qui ne savent pas forcément qu'il faut consulter un médecin du sport. Il y en a qui ne savent pas forcément qu'il faut consulter un kiné du sport. Il y en a qui ne savent pas forcément qu'ils peuvent consulter des prépas physiques. Et pour moi, d'une certaine manière, c'est la base. Mais derrière tout ça, tu peux aussi consulter un nutritionniste, tu peux aussi consulter un podologue, tu peux consulter un prépa mental. Voilà, il y a vraiment multiples casquettes. C'est pour cette raison que j'interviewe ces personnes-là. Et puis, bien évidemment, il y a cette part égoïste, très clairement, où moi, je me fais un plaisir d'échanger, d'apprendre énormément avec mes invités. Finalement, la pensée est un peu la même que toi, c'est-à-dire de partager la conversation que je vais avoir avec mes invités. Ce que tu viens de dire par rapport à la connaissance du sportif, finalement, qui se retrouve un petit peu perdu dans sa prise en charge, c'est un des éléments centraux du pôle performance qu'on fait ici. C'est ce que j'appelle la conciergerie médicale. J'ai un sportif, souvent donc des sportifs professionnels, qui sont envoyés soit par des agents, soit qui viennent en direct, qui ont un problème. On a notre réseau de professionnels de santé. On l'envoie faire son imagerie médicale avec le docteur Renou, par exemple, à l'hôpital américain, à l'INSEP. On lui trouve un rendez-vous s'il a besoin avec un chirurgien orthopédique, professeur Camille, docteur Lefebvre, docteur Hardy, docteur Girobetta, enfin, docteur Jean-Marc Zetoun, pour qu'il ait une consultation rapide et un avis chirurgical si besoin. On lui fait son rendez-vous ostéo, posturo, on lui fait son rendez-vous avec la diète, on fait rendez-vous avec le kiné, on fait son test ISO. Et finalement, en très peu de temps, on a déjà notre carte d'identité, notre sportif, et il repart avec du concret. Et il sait où il en est et il connaît la phase d'après. Et ça, c'est vrai que, mine de rien, c'est pas si facile. Et même en sport collectif professionnel avec des gros staffs, on se rend compte que c'est pas tout le temps si facile que ça à mettre en place. Exactement. Mais je trouve que voilà, le maître mot, quand même, c'est le réseau. Je pense qu'on peut se le créer, mais surtout, on peut rencontrer des professionnels comme toi, par exemple, qui a déjà ce réseau. Et en fait, en travaillant avec toi, on aura accès à tout ce réseau-là et on se sera facilité la tâche. Parfois, c'est aussi simple que ça. Parfois, c'est un peu plus compliqué et c'est à nous de faire la démarche. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir posé la question. Super. Merci à toi de l'invitation. Erwan, je te laisse le mot de la fin. Encore une fois, faut rester simple en tant que praticien, rester simple en tant que sportif, ne pas vouloir systématiquement acheter et consommer, consommer le professionnel, consommer l'outil, maîtrisons ce qui est maîtrisable à notre niveau, et puis quand on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, on prend le temps de consulter, on prend le temps de s'entourer, qu'on soit sportif ou qu'on soit praticien, tout seul, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions. On n'a pas réponse à tout. Donc, entourez-vous, posez des questions, informez-vous. Et ça sera le meilleur moyen d'avoir un accompagnement de qualité. Très clair. Merci beaucoup, Erwan, pour ton partage. Merci à toi qui est toujours là et de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si tu as kiffé l'épisode, partage à tes potes, ton entourage sportif, à ta famille pour qu'ils puissent profiter des conseils d'Erwan. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!